L'histoire regorge d'exemples fascinants de femmes qui ont accédé au sommet du pouvoir et dont les actions ont transformé le monde. Nous ne parlons pas ici des princesses de contes de fées, ni de l'éclat des joyaux sur une couronne. Oubliez les clichés habituels sur un monde d'hommes, c'est une évidence. Notre objectif est de plonger dans les biographies de celles qui, dotées d'une pensée stratégique, d'une vision à long terme et d'un talent exceptionnel pour l'intrigue, ont réussi à s'emparer des rênes du pouvoir là où on ne les attendait absolument pas et à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Ce récit entremêlera des noms bien connus de tous, comme Catherine la Grande et Victoria, avec ceux dont les actions audacieuses, parfois même géniales, sont beaucoup moins souvent évoquées. Préparez-vous à des rebondissements inattendus, susceptibles de modifier votre perception du passé. Commençons donc par la figure de Catherine II. Catherine, née le 21 avril 1729 à Stettin, était issue d'une modeste famille princière allemande. À sa naissance, elle fut baptisée Sophie Auguste Frédéric d'Anhalt-Zerbst. Elle arriva dans la capitale russe en 1744, jeune fille de 15 ans, pour devenir l'épouse de l'héritier du trône, Pierre Fedorovitch. Contrairement à son futur époux, faible et infantile, dont le cœur était plus tourné vers la Prusse que vers la Russie, Catherine comprit dès le début la nécessité vitale d'une assimilation totale à la cour russe. Cette compréhension devint la pierre angulaire de son futur triomphe. Elle étudia le russe avec une grande rigueur, embrassa sincèrement la religion orthodoxe et, renonçant à son ancien nom, devint Catherine Alexeyevna. Son véritable jeu pour le trône commença en 1762. À ce moment-là, Pierre III, monté sur le trône après la mort d'Elisabeth Petrovna le 25 décembre 1761, ne régnait que depuis 6 mois, de janvier à juin 1762. Pendant cette courte période, il réussit à s'aliéner pratiquement toutes les couches de la société. La garde s'indignait de la suppression des privilèges et de l'introduction des coutumes prussiennes. La noblesse craignait la confiscation des terres, et le clergé était scandalisé par ses sympathies ouvertes pour le protestantisme. Pendant que l'empereur se livrait à de vaines parades militaires dans ses appartements, son épouse préparait méthodiquement un coup d'État. Catherine comprenait parfaitement que la clé du pouvoir en Russie était la garde, et elle commença à gagner leur confiance de manière méthodique, en s'entretenant personnellement avec les officiers, en écoutant attentivement leurs doléances et en promettant les changements tant attendus. Le point culminant survint le 28 juin 1762. Ce jour-là, vêtue de l'uniforme du régiment Preobrazhensky et une épée au côté, Catherine se présenta devant une foule en liesse dans la cathédrale de Kazan, à Saint-Pétersbourg. Les régiments de la garde Preobrazhensky, Semyonovski et Izmaïlovski lui prêtèrent serment en tant que nouvelle impératrice. À ce moment précis, Pierre III, ignorant la catastrophe imminente, se trouvait à Oranienbaum, situé à environ 40 km de la capitale. Son arrestation eut lieu le 29 juin, et le 6 juillet, il décéda dans des circonstances très mystérieuses. La cause officielle fut une colique hémorroïdaire, mais des rumeurs persistantes parlaient d'étranglement. Catherine évita habilement toute preuve directe de son implication, mais son étonnante froideur dans cette situation parlait plus fort que tous les mots. Le premier décret de la nouvelle impératrice, publié le 8 juillet 1762, était d'une simplicité extrême, mais incroyablement géniale. Il ordonnait que de la vodka gratuite soit distribuée aux gardes. Elle comprenait parfaitement que les soldats qui venaient de renverser le monarque légitime devaient ressentir une récompense immédiate et tangible pour leur loyauté. Cette mesure tactique renforça instantanément sa position sur le trône. Pendant que la garde célébrait la nouvelle dirigeante, les nobles et les simples citoyens voyaient en elle une chef forte et décidée. Ainsi commença son règne triomphal qui dura 34 ans, jusqu'au 17 novembre 1796, jour de sa mort.
Le règne de Catherine était dicté par un calcul rigoureux. En 1764, elle procéda à une vaste sécularisation des terres ecclésiastiques, les transférant au trésor public, ce qui rapporta des millions de roubles pour renforcer l'armée et financer les réformes urgentes. En 1768 éclata la première guerre russo-turque qui se termina en 1774 par la signature du traité de Küçük-Kaynarca. Grâce à lui, la Russie obtint un accès indispensable à la mer Noire et le contrôle de la Crimée, qui fut officiellement intégrée à l'Empire en 1783. Son armée, menée par des commandants exceptionnels tels que Souvorov et Roumiantsev, écrasa les ennemis sur terre, tandis que la flotte sous le commandement d'Orlov remporta une brillante victoire à la bataille de Tchesmé en 1770. Cependant, Catherine ne se limitait pas au seul triomphe militaire. Elle travaillait avec une extrême attention sur sa propre image. À partir de 1764, elle entretint une correspondance abondante avec Voltaire, éminent philosophe des Lumières français. Ce jeu diplomatique subtil était mené en secret, les lettres étant acheminées par des personnes de confiance, afin de créer en Europe l'image d'une souveraine éclairée. Elle écrivait avec art sur ses réformes, sur les lois, sur la grandeur de l'Empire russe. Voltaire, en retour, la qualifiait de « Sémiramis du Nord » et ne cessait de la vanter dans les salons parisiens. Catherine considérait cela comme un puissant outil d'influence. Pendant que sa réputation rayonnait à l'étranger, elle renforçait inlassablement son pouvoir absolu à l'intérieur du pays. En 1767, elle convoqua la commission législative, une assemblée dont le but était de discuter de nouvelles lois. Bien que la commission n'ait pas abouti à des résultats concrets, elle réussit à montrer au monde l'image d'un monarque prêt à écouter la voix de son peuple. Et pourtant, son règne ne fut pas sans nuages. De 1773 à 1775, éclata une grande révolte sous la direction d'Emelian Pougatchev. Les paysans et les Cosaques se soulevèrent contre le servage, mais Catherine réprima impitoyablement cette rébellion par la force. Pougatchev fut exécuté en 1775. Néanmoins, même cette page tragique de l'histoire, l'impératrice sut la tourner à son avantage, en renforçant considérablement le contrôle sur les régions. Catherine mourut à l'âge de 67 ans, laissant à la Russie une puissance bien plus grande qu'elle n'en avait avant elle. Après son départ, le trône fut occupé par son fils Paul Ier, mais l'épanouissement véritable de l'Empire est indissociable de son époque, qui couvre la période de 1762 à 1796. Catherine la Grande a montré de manière éclatante au monde comment une femme peut non seulement prendre le pouvoir en main, mais aussi transformer le chaos en une force sans précédent. Maintenant, notre voyage nous emmène au nord de l'Europe, au cœur du XIVe siècle, où une autre femme exceptionnelle, Marguerite Ier de Danemark, a accompli quelque chose qui semblait totalement impensable. Elle réussit à unir 3 royaumes, le Danemark, la Norvège et la Suède, en une puissante union de Kalmar, sans jamais poser une couronne sur sa propre tête. Elle ne se contenta pas de régner au nom des autres. Marguerite créa un système complexe où sa volonté inflexible s'avéra plus forte que tous les titres et droits formels. Sa vie n'est pas un simple paragraphe de manuel, mais une véritable saga de survie, d'une ruse sophistiquée et d'une soif inextinguible de pouvoir, agrémentée d'une légère moquerie à peine perceptible à l'égard de ceux qui osèrent la sous-estimer. Le titre de roi en jupe n'était pas une simple formule spirituelle, mais reflétait sa véritable essence. Marguerite ne se contentait pas de mener des négociations complexes avec de puissants barons. Elle commandait aussi personnellement les armées et dictait les lois avec une assurance si inébranlable que ses actions étaient invariablement comparées aux prouesses de grands guerriers. La légende raconte qu'un jour, lorsque l'un de ses conseillers a imprudemment suggéré qu'il était impossible pour une femme de régner sur 3 royaumes, elle a répondu avec un sourire à peine perceptible et malicieux.
Ma jupe est ma meilleure armure, car elle me permet de dissimuler bien plus que vous dans vos armures étincelantes. Cette phrase est instantanément devenue le symbole de son style de gouvernement unique, une douceur extérieure cachant un acier intérieur inflexible. Examinons l'un des nombreux exemples qui illustrent son extraordinaire ruse et sa clairvoyance. Dans les années 1390, de puissants marchands allemands, réunis au sein de la Ligue hanséatique et contrôlant en réalité tout le commerce de la Baltique, décident de faire pression sur Marguerite. Ils lancent un ultimatum, exigeant de vastes concessions et menaçant d'un blocus total des ports danois. Au lieu d'entrer en conflit ouvert, Marguerite choisit une approche beaucoup plus subtile et intelligente. Déguisée en humble marchande et coiffée d'un foulard, elle se rend, incognito, à une réunion avec les représentants de la Hanse sous les traits d'une intermédiaire désintéressée. Tandis que les marchands, pleins de suffisance, partageaient leurs plans avec cette simple femme dans une dispute passionnée, Marguerite écoutait attentivement leur stratégie. Ils avaient l'intention d'augmenter considérablement les droits de douane et de bloquer complètement les approvisionnements en céréales. Elle se contentait d'acquiescer silencieusement, assimilant chaque mot. Plus tard, de retour dans son palais, elle a brillamment utilisé les informations obtenues. Marguerite a immédiatement renforcé ses ports maritimes, conclu des accords commerciaux secrets avec d'autres marchands moins agressifs et a ainsi pu contourner complètement la Ligue hanséatique, conservant le contrôle de tout le commerce de la Baltique. Les marchands hanséatiques, pleins de morgue, n'ont jamais su qui les avait réellement déjoués. C'était un véritable paradoxe de l'histoire. Une femme qui n'avait formellement pas de titre royal et ne portait pas de couronne a réussi à créer un empire dont de puissants rois avaient rêvé pendant des siècles. Marguerite Ier de Danemark n'a pas seulement uni le Danemark, la Norvège et la Suède. Elle a démontré que le véritable pouvoir ne naît pas des titres formels, mais de la vivacité d'esprit, d'une volonté inébranlable et d'une capacité unique à voir beaucoup plus loin que les autres. Son union de Kalmar est devenue une première étape importante vers une Scandinavie unie, et son nom résonne encore dans l'histoire comme un symbole éclatant de la force féminine, revêtue d'une jupe. Notre périple nous emmène à présent vers le sud, au sein de l'éclatant empire ottoman du XVIe siècle, où fait son entrée sur la scène historique Hürrem Sultan. Son parcours a débuté dans les chaînes de l'esclavage pour s'achever à la barre de l'une des plus grandes puissances mondiales de son époque. Oubliez l'image habituelle de la favorite séductrice drapée de soie fluide. Nous avons affaire ici à un diplomate virtuose, un espion habile et un stratège froid, dont la volonté inflexible a réussi à changer le destin même de l'Empire sous le règne de Soliman le Magnifique. Hürrem a vu le jour au début du XVIe siècle. La date exacte de sa naissance demeure nimbée de mystère, mais la plupart des historiens penchent pour l'an 1502 ou 1504. Elle est née sur les terres de la République des Deux Nations, vraisemblablement dans une petite ville du nom de Rohatyn, aujourd'hui située en Ukraine occidentale. On la connaissait alors sous le nom d'Alexandra ou Anastasia Lisovska, la fille d'un modeste prêtre orthodoxe. L'enfance de la future sultane s'est déroulée parmi de simples maisons en bois et des champs infinis, jusqu'à ce qu'aux alentours de l'âge de 15 ans, vers 1517 ou 1518, sa vie soit brutalement interrompue par un raid des Tatars de Crimée. Capturée, elle fut vendue sur les marchés aux esclaves de Crimée, d'où son chemin la mena à Istanbul, la majestueuse capitale de l'Empire ottoman. C'est là, sur l'un des marchés aux esclaves animés, que son apparence hors du commun fut remarquée par les agents du palais de Topkapi, la résidence principale des sultans ottomans. Hürrem fut acquise pour le harem de Shekhzad Soliman, qui deviendra par la suite le grand sultan. En 1520, lorsque Soliman Ier monta sur le trône après le décès de son père, Sélim Ier, survenu le 22 septembre, Hürrem occupait déjà une place parmi ses nombreuses concubines.
Le harem de Topkapi n'était nullement l'incarnation d'un palais de contes de fées, mais plutôt une arène où la survie était impitoyable. Des centaines de jeunes femmes, des persanes raffinées aux géorgiennes au tempérament de feu, rivalisaient désespérément pour attirer l'attention du sultan, et la seule voie vers l'influence passait par la naissance d'héritiers mâles et la faveur du destin. Hurrem est arrivé dans ce monde d'intrigues les mains vides, mais avec un esprit d'une acuité surprenante. Ses cheveux roux et sa peau claire, inhabituels pour la cour ottomane, attiraient les regards, mais sa véritable force résidait ailleurs. En 1521, elle donna naissance à son premier enfant, un fils nommé Mehmet, ce qui constitua la première étape vers sa grandeur future. Au cours des années suivantes, elle offrit à Soliman 5 autres enfants. Cependant, Hurrem n'avait pas l'intention de se limiter au rôle de mère des héritiers. En 1530, un événement vint bouleverser des siècles de traditions ottomanes. Soliman épousa Hurrem, faisant d'elle son épouse légitime. C'était un fait sans précédent, car les sultans ottomans prenaient rarement pour femme d'anciennes concubines. Désormais, on l'appela Hurrem Sultan, ce qui se traduit par « sultane joyeuse ». Cependant, derrière son sourire apparemment léger, se cachait une détermination de fer, inflexible. Comment est-elle devenue la dirigeante de facto de l'Empire? Son principal outil d'influence fut la correspondance. Soliman, connu en Europe sous le nom de Magnifique et dans son empire sous le nom de Kanouni, c'est-à-dire législateur, passait de longues années en campagne militaire. En 1521, il prit Belgrade. En 1522, Rhodes. En 1526, il écrasa les Hongrois à la bataille de Mohács. Et en 1534, il s'empara de Bagdad. Pendant que le sultan guerroyait, Hurrem restait à Istanbul, dirigeant le palais et tenant tous les fils du pouvoir entre ses mains habiles. Ses lettres à Soliman n'étaient pas de simples missives tendres d'une épouse aimante. C'étaient des rapports stratégiques importants, subtilement élaborés. Elle écrivait sur les humeurs à la cour, sur les desseins secrets des vizirs, sur toutes les rumeurs qui circulaient dans le harem. En 1534, alors que Soliman était en campagne militaire en Perse, Hurrem insinua habilement dans l'une de ses lettres que le grand vizir Ibrahim Pacha, qui était un ami de longue date du sultan, accaparait trop de pouvoir. Elle ne lança pas d'accusation directe, mais sema habilement les graines du doute, soulignant prudemment qu'Ibrahim en prenait trop à son aise. Peu de temps après, dans la nuit du 15 au 16 mars 1536, Ibrahim fut retrouvé étranglé dans ses appartements. Officiellement, cela s'est produit par la volonté du sultan, mais c'est la lettre de Hurrem qui a été la première impulsion décisive à sa chute. Elle n'était pas une simple concubine, mais un véritable espion au sein même des murs les plus secrets du palais. Le harem a toujours été un véritable nid de vipères et de conspirations. La mère de Soliman, validée Hafsa Sultan, et sa première concubine, Mahidevran Sultan, mère du prince héritier Mustapha, considéraient Hurrem comme une rivale irréductible. En 1526, Mahidevran l'agressa même, la griffant au visage, mais Hurrem sut retourner la situation à son avantage, se présentant à Soliman comme une victime innocente. Lorsque Hafsa Sultan décéda en mars 1534, Hurrem obtint carte blanche. En 1536, elle persuada Soliman d'envoyer Mahidevran et Mustapha dans la lointaine province de Manissa, loin des intrigues de la capitale. Son vaste réseau d'informateurs, comprenant des eunuques, des servantes et même des marchands du bazar, lui rapportait absolument tout, qui chuchotait dans les couloirs, qui se rencontrait derrière les murs du palais. Dans les années 1540, alors que Mustapha, le fils aîné et le plus populaire de Soliman, s'était mué en un chef militaire émérite et représentait une menace potentielle pour ses propres fils, Hurrem lança une campagne méthodique. Par le biais de lettres,
Elle insinua à Soliman que Mustapha complotait contre lui. En 1553, Soliman convoqua Mustapha dans son camp militaire à Ereouli et ordonna son exécution par strangulation au moyen d'un cordon de soie. Hurrem n'était pas physiquement présente lors de cette tragédie, mais son ombre invisible planait sur le lieu de l'exécution en déterminant l'issue. Hurrem Sultan décéda le 15 avril 1558 à Istanbul, vraisemblablement d'une longue maladie, peut-être une fièvre ou un cancer. Elle avait environ 55 ans. Soliman lui survécut 8 ans, s'éteignant le 7 septembre 1566 lors d'une campagne en Hongrie. Son histoire n'est pas seulement le récit d'une ascension fulgurante des profondeurs de l'esclavage vers les sommets du pouvoir, mais aussi un témoignage frappant de la façon dont une influence, habilement exercée dans l'ombre, peut réécrire le destin d'un grand empire. Après que leur fils, Sélim II, monta sur le trône en 1566, son règne fut assombri par sa faiblesse, lui valant le surnom de Sélim l'ivrogne. Cependant, sa mère, Hurrem, laissa derrière elle un héritage bien plus considérable qui s'est non seulement incarné dans sa descendance, mais aussi dans des constructions monumentales en pierre. Ainsi, la mosquée Haseki, érigée sous sa supervision personnelle entre 1538 et 1541 sur les plans du grand architecte Sinan, constitua un événement sans précédent dans l'histoire de l'Empire ottoman. C'était la première fois qu'un édifice cultuel d'une telle ampleur était commandé et financé par une femme. Son vaste œuvre de bienfaisance, comprenant la fondation d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement et de systèmes d'approvisionnement en eau, tels que des fontaines publiques, a considérablement renforcé son image dans la mémoire collective, la présentant comme une protectrice attentionnée et sage. Hurrem Sultan était une figure bien plus complexe et aux multiples facettes qu'une simple occupante joyeuse des appartements du sultan ou une beauté captivante du harem. Elle possédait une pensée stratégique, ses missives et ses conseils influençant les décisions les plus importantes du sultan. Elle agissait comme une espionne habile, dont le réseau étendu d'informateurs couvrait tout le palais, et comme une diplomate clairvoyante, dont les manœuvres subtiles déterminaient le destin des États. D'humble esclave, vendue autrefois sur un marché d'esclaves, elle réussit à s'élever au rang de souveraine officieuse, devenant l'ombre derrière le trône de Soliman le Magnifique. Par sa vie, elle a prouvé de manière convaincante que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force d'une lame ou la puissance militaire, mais aussi dans la puissance du mot, prononcé au moment opportun et au bon endroit. Transportons-nous maintenant dans la péninsule ibérique, dans l'Espagne de la fin du XVe siècle, où régnait Isabelle de Castille. Cette reine n'avait pas peur de prendre des risques, investissant dans les entreprises les plus audacieuses et menant des guerres avec détermination, changeant ainsi radicalement le destin non seulement de son pays, mais aussi du monde entier. Isabelle vit le jour le 22 avril 1451 dans la petite ville de Madrigal de las Altas Torres. Elle naquit dans une famille royale. Son père était Jean II, roi de Castille, et sa mère, sa seconde épouse, Isabelle de Portugal. Elle était le troisième enfant, ayant un frère aîné, Henri, et une sœur, dont la vie fut fauchée en bas âge. Son père était un souverain faible, bien plus attiré par la chasse et les banquets fastueux que par les complexités de la gestion de l'État. Sa mère, au contraire, souffrait souvent de crises de profonde mélancolie. Lorsque le roi Jean II décéda en 1454, Isabelle n'avait que 3 ans. La couronne de Castille passa à son demi-frère Henri IV, fils du roi issu d'un premier mariage. Isabelle, ainsi que sa mère et son jeune frère Alphonse, né en 1453, furent éloignés des intrigues du palais, au château d'Arevalo. Là, parmi les murs de pierre austère et sur les terres arides, Isabelle passa son enfance, se plongeant dans la lecture de livres
étudiant assidûment le latin et écoutant les récits de la grandeur passée de la Castille. Cependant, son enfance ne peut en aucun cas être qualifiée d'idyllique. Henri, surnommé l'impuissant, en raison de son indécision politique et des rumeurs persistantes sur sa stérilité, gouvernait le pays de manière très inefficace. Le pouvoir était en fait partagé entre des familles nobles rivales, et le royaume se rapprochait inexorablement de la désintégration complète. En 1462, lorsqu'Isabelle eut 11 ans, elle fut convoquée à la cour de Ségovie. Henri cherchait à la garder sous contrôle constant. À la cour, elle observa le roi distribuer généreusement de vastes domaines à ses favoris. Pendant ce temps, son épouse, Jeanne de Portugal, donna naissance à une fille, également prénommée Jeanne, mais dont la paternité était ouvertement contestée, car elle était populairement appelée la fille de Beltrán, l'amant de la reine. En 1465, une partie de la noblesse castillane se révolta, déposant formellement Henri et proclamant roi Alphonse, âgé de 12 ans. Isabelle, cependant, préféra rester à l'écart de ce conflit direct. Mais en 1468, Alphonse décéda subitement dans des circonstances très mystérieuses. Des rumeurs circulaient sur la peste ou même sur un poison. Elle avait 17 ans et se retrouvait désormais la suivante dans l'ordre de succession au trône. La haute noblesse lui offrit la couronne, mais Isabelle refusa sagement, réalisant qu'une confrontation ouverte avec Henri affaiblirait inévitablement sa position. Au lieu de cela, en 1469, elle conclut un accord avec lui à Guisando. Selon les termes du traité, Henri la reconnaissait comme son héritière légitime, mais se réservait le droit de choisir son futur époux. Le roi Henri lui-même souhaitait la marier au monarque portugais ou à un prince français. Mais Isabelle nourrissait déjà ses propres projets audacieux. En octobre 1469, elle réussit à quitter secrètement son lieu de résidence, placé sous la surveillance de son frère, et rejoignit Valladolid, où elle épousa secrètement Ferdinand d'Aragon, fils du roi d'Aragon Jean II. Elle avait 18 ans et lui 17. Ce mariage fut son premier grand risque. Les jeunes mariés n'avaient ni ressources ni armée propre, et Henri, à son tour, déclara immédiatement Isabelle traîtresse, la privant de son titre d'héritière au profit de Jeanne. Cependant, Isabelle voyait en Ferdinand non seulement un époux, mais aussi la clé de la future unification de l'Espagne. Elle était consciente que la Castille et l'Aragon, en s'unissant, pourraient devenir un front uni et puissant. En 1474, Henri mourut, laissant derrière lui un trône contesté. Isabelle, sans perdre une seconde, s'autoproclame reine à Ségovie, le 13 décembre de la même année. Ses partisans lèvent aussitôt leurs étendards. Cependant, Jeanne, forte du soutien du Portugal et d'une partie de la noblesse castillane, déclenche une guerre de succession sans merci. Cette guerre civile sanglante durera pas moins de 5 ans, de 1474 à 1479. Isabelle et Ferdinand remportent une victoire décisive lors de la bataille de Toro en 1476. En 1479, le Portugal, comprenant l'inutilité de poursuivre la résistance, se retire et signe le traité de paix d'Alcasovas. Isabelle s'affirme définitivement comme la reine légitime de Castille. Ferdinand hérite de l'Aragon la même année, après le décès de son père. Leur alliance matrimoniale et politique jette les bases inébranlables de ce qui deviendra une Espagne unifiée. Son règne est marqué par une série de décisions extraordinaires et lourdes de conséquences. La première d'entre elles est son pari audacieux sur Christophe Colomb. En 1486, ce Génois se présente pour la première fois à la cour d'Espagne avec un plan en apparence insensé: atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest à travers l'immensité de l'océan. À cette époque, les Portugais exploraient déjà activement la route maritime autour de l'Afrique, et la plupart des érudits se moquaient de Colomb,
affirmant que la terre était trop grande pour une telle entreprise. Isabelle et Ferdinand le déboutent dans un premier temps, car les caisses royales sont épuisées par les guerres précédentes. Pourtant, en 1491, Colombe revient à la charge, et Isabelle, après de longues et vives discussions avec ses conseillers, prend une décision qui changera à jamais le cours de l'histoire. Le 17 avril 1492, elle signe le traité de Santa Fe, mettant à la disposition de Colombe 3 navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, ainsi qu'un financement modeste. C'est un risque colossal. En cas d'échec de Colombe, la reine pourrait perdre non seulement des ressources précieuses, mais aussi son prestige aux yeux de toute l'Europe. Cependant, si ses intuitions s'avèrent justes, l'Espagne pourrait devancer le Portugal dans la course à la domination mondiale. Le 3 août 1492, Colombe quitte le port de Palos de la Frontera. Le 12 octobre, il revient, annonçant la découverte des Indes, alors qu'il s'agit en réalité de l'Amérique. Isabelle lance immédiatement une vaste campagne de relations publiques. Elle est proclamée protectrice des nouvelles terres, et l'or et les richesses qui affluent des îles Caraïbes commencent à remplir rapidement le trésor. En 1493, elle envoie Colombe pour une deuxième expédition, consolidant définitivement le statut de l'Espagne en tant que première puissance maritime. La seconde décision clé est la Reconquista. En 1480, la Castille et l'Aragon mènent une guerre longue et épuisante contre l'émirat de Grenade, le dernier État musulman encore présent dans la péninsule ibérique. Le début de cette bataille d'anthologie annonçait non seulement un changement de pouvoir dans la péninsule, mais aussi une transformation profonde du paysage culturel, religieux et politique, dont les échos se feraient sentir pendant de nombreux siècles. Isabelle et Ferdinand prennent la décision fatidique de mettre fin à une lutte séculaire pour la péninsule ibérique. En 1481, ils déclarent officiellement la guerre à l'émir Mohamed XII, plus connu sous le nom de Boabdil. Isabelle ne reste pas en retrait de cette lutte, participant activement aux campagnes militaires. Elle accompagne personnellement l'armée, organise l'approvisionnement en vivres et en matériel, et encourage les soldats par sa présence. En 1491, ses troupes entament le siège de Grenade, ville clé de l'émirat. La reine installe son campement à Santa Fe, à seulement 10 km de l'imprenable forteresse. Le 26 novembre 1491, un incendie se déclare dans sa tente provoqué par une bougie tombée. Le feu se propage rapidement à tout le camp, mais Isabelle ne cède pas à la panique et ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, elle revêt son armure, un plastron, un casque, une jupe de cotte de maille, et reste aux côtés de ses guerriers jusqu'à ce que l'incendie soit maîtrisé. Son incroyable résistance entre aussitôt dans la légende, et les soldats chuchotent à mi-voix, la surnommant la « Reine de fer ». Le 2 janvier 1492, Boabdil est contraint de capituler, remettant les clés de Grenade aux vainqueurs. Isabelle et Ferdinand font leur entrée dans la majestueuse Alhambra sur des chevaux blancs, et cet événement est non seulement un triomphe, mais aussi un coup de maître en matière de relations publiques de la reine. L'Espagne unifiée devient sa carte de visite, et la bannière frappée d'une croix devient un symbole puissant d'une nouvelle ère. La troisième caractéristique d'Isabelle est sa présence personnelle. Elle n'est pas une reine qui reste derrière les murs du palais, loin des événements. Au contraire, elle vit aux côtés de l'armée, inspecte personnellement les entrepôts, surveille l'état de l'artillerie. Dans les années 1480, elle met au monde 5 de ses 10 enfants en plein milieu des campagnes militaires. Isabelle en 1471, Juan en 1478, Jeanne en 1479, Marie en 1482 et Catherine en 1485. 5 de ses enfants, malheureusement, meurent en bas âge, mais les survivants deviennent son capital politique le plus précieux.
Son comportement sous Grenade en 1491, lorsqu'elle est restée dans le camp en flammes, témoigne éloquemment qu'elle ne se contentait pas de se prélasser sur le trône. Les soldats la vénéraient littéralement et la noblesse la respectait pour son courage extraordinaire. Tel était son style, être précisément là où les décisions clés étaient prises et où tout se jouait. En 1492, après la chute de Grenade, l'Inquisition se met activement au travail. Un décret daté du 30 et un mars ordonne l'expulsion des Juifs et des musulmans qui refusent de se convertir au christianisme. Isabelle soutient cette décision au nom de l'unité de l'État, bien qu'au fond d'elle-même, à en croire certaines sources, elle éprouve des doutes. Un jour, en août 1492, elle convoque à l'Alhambra un vieux médecin juif, accusé d'hérésie. Sous prétexte de vérifier sa foi, elle lui ordonne de se présenter de nuit. Dans une pièce secrète, ornée de tapisseries et éclairée aux chandelles, elle l'interroge sur ses remèdes, sur sa famille, sur les raisons de son refus de baptême. Il lui parle des malades qu'il a soignés et des enfants laissés sans toit. Isabelle écoute attentivement, son visage restant impassible, comme une pierre. Mais à la fin de l'entretien, elle lui donne une bourse remplie d'or et murmure « Fuyez au Portugal, avant que je ne change d'avis ». Il disparaît sans laisser de traces, et la reine n'en parle à personne. Ce cas isolé, certes, n'arrête pas la machine de l'Inquisition, mais il démontre que derrière sa fermeté apparente se cachait une profonde humanité, qu'elle était contrainte de dissimuler pour préserver sa couronne. Isabelle décède le 26 novembre 1504 à Medina del Campo, des suites d'une maladie, vraisemblablement un cancer de l'utérus. Elle avait 53 ans. Son règne, qui a duré de 1474 à 1504, a laissé une Espagne unifiée, avec de vastes colonies outre-mer et une gloire incontestable en Europe. Sa fille Jeanne hérite du trône, mais c'est en réalité Ferdinand qui doit gouverner en raison de son trouble mental qui s'est développé, qualifié de folie. Isabelle n'était pas une fanatique aveugle parée d'atours royaux, mais plutôt une investisseuse clairvoyante, ayant fait un pari risqué sur Christophe Colomb. Elle était une stratège brillante, ayant mené à bien la Reconquista, vieille de plusieurs siècles, et, sans conteste, un génie de la communication, dont l'armure sous les murs de Grenade est devenue une légende, célébrée pour l'éternité. Elle a gouverné son pays non pas par des dogmes, mais par un calcul précis, prouvant de manière éclatante que le trône n'est pas un simple don du destin, mais une mise minutieusement calculée, que l'on peut remporter en possédant un esprit exceptionnel et une volonté inflexible. Et maintenant, transportons-nous en Grande-Bretagne au XIXe siècle, où la reine Victoria a régné pendant 63 ans et a transformé la monarchie en un symbole vivant de toute une époque historique. Elle ne galopait pas sur un cheval de bataille, ne jetait pas le trésor royal dans des aventures douteuses, mais, néanmoins, tenait silencieusement et fermement un immense empire entre ses mains, tandis que d'autres dirigeants s'agitaient dans des tentatives infructueuses de consolider leur influence. Son histoire n'est pas celle d'exploits militaires retentissants, mais celle de la façon de devenir une légende éternelle, sans presque jamais se lever de son fauteuil royal. Victoria est née le 24 mai 1819 dans les murs du palais de Kensington, sous le ciel londonien éternellement gris. Sa mère, Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld, était une modeste princesse allemande d'un petit duché, déjà veuve et mère de 2 enfants, issus d'un premier mariage, lorsqu'elle épousa le duc de Kent, Édouard, 4e fils du roi Georges III. Édouard souhaitait de tout son cœur un héritier, afin de consolider la position de la dynastie de Hanovre. Ses frères aînés n'avaient pas d'enfants légitimes ou leurs descendants étaient illégitimes. Cependant, il mourut d'une pneumonie lorsque Victoria n'avait que 8 mois,
laissant sa famille avec d'énormes dettes et sans grand espoir pour l'avenir. La mère de Victoria, décidée à faire de sa fille une princesse idéale et une future reine, prit tous les leviers de commande en main. Avec Sir John Conroy, son conseiller autoritaire et influent, elle élabora ce que l'on a appelé le système de Kensington, un régime de contrôle extrêmement strict sur la princesse. Pas de copines, pas de bals, seulement des leçons et une discipline de fer. Victoria dormait dans la chambre de sa mère, mangeait selon un horaire strict, se promenait exclusivement sous la surveillance vigilante de sa gouvernante Louise Lexen, une Allemande au cœur bon, mais à la main ferme. On lui enseignait les langues, l'histoire, les mathématiques, la musique, tout ce qui était nécessaire à une dame bien élevée de sang royal. Sa mère et Conroy la tenaient intentionnellement à l'écart de la cour royale corrompue, où ses oncles, George IV et Guillaume IV, menaient une vie très dissolue et ne laissaient pas d'héritier légitime. Victoria a grandi dans l'ombre, entourée de livres et de règles strictes, jusqu'à ce que le destin lui offre un jour la couronne. La Grande-Bretagne, à cette époque, se trouvait à un carrefour historique. Napoléon avait été définitivement vaincu, mais le pays pensait encore les profondes blessures infligées par de longues guerres. La révolution industrielle battait son plein, les cheminées d'usines fumaient partout, les machines à vapeur grondaient, les villes poussaient comme des champignons après la pluie. Cependant, avec le progrès, de nouveaux défis arrivaient inévitablement. Pauvreté de masse, insalubrité et mécontentement croissant de la population. Alors que la population ouvrière souffrait d'une misère insupportable et que la noblesse se vautrait dans un luxe inouï, la monarchie britannique était au bord de la chute. Le roi George III était devenu fou, George IV s'était illustré par de nombreux scandales et Guillaume IV, un vieux marin, mourut sans laisser d'héritier légitime. Ainsi, lorsque Guillaume passa dans l'autre monde, Victoria, qui venait tout juste d'avoir 18 ans, monta sur le trône et fut proclamée reine le 22 juin 1837. Elle emménagea immédiatement au palais de Buckingham, cherchant à échapper à la surveillance maternelle excessive. Sa jeunesse coïncida avec une période où le Parlement s'emparait activement du pouvoir des monarques et où le peuple réclamait partout des changements radicaux, de l'abolition complète de l'esclavage à l'octroi de droits aux travailleurs. Le pays était littéralement en ébullition à cause de contradictions internes, et Victoria se retrouva au centre de ce tourbillon historique. Son règne, qui débuta le 22 juin 1837, dura 63 ans, jusqu'au 22 janvier 1901. Cette époque est entrée dans l'histoire sous le nom d'époque victorienne. Lorsque Victoria monta sur le trône, la Grande-Bretagne se trouvait dans une situation extrêmement difficile. L'industrie, bien qu'elle se développât activement, s'accompagnait de grèves massives d'ouvriers et des révoltes éclataient de temps à autre dans les colonies. À la fin de son règne, l'Empire britannique couvrait près de la moitié du globe. L'Inde, après la révolte des Cipayes, devint le joyau de la couronne, et le Canada, l'Australie et l'Afrique du Sud se trouvaient également sous sa domination. Cependant, Victoria n'était pas le genre de dirigeant à s'immiscer personnellement dans le vif des événements politiques. Elle est arrivée au pouvoir à un moment où la monarchie avait déjà perdu son ancienne puissance absolue. Après les bouleversements révolutionnaires en Europe et les nombreuses réformes en Grande-Bretagne même, les rois ne pouvaient plus régner seuls. Le Parlement et les premiers ministres successifs, tels que Lord Melbourne, son mentor bienveillant dans sa jeunesse, Robert Peel avec son austérité rigoureuse, Benjamin Disraeli avec ses ambitions impériales et William Gladstone avec ses querelles interminables, ont pris les rênes du pouvoir en main. Ils se disputaient sans cesse, élaboraient des lois, résolvaient des crises, et Victoria restait à l'écart, se contentant de signer des documents et d'observer. Elle ne s'immisçait pas dans leurs conflits internes, et c'est là que résidait sa véritable force. Pendant que les ministres se battaient pour leurs idées, elle restait au-dessus de la mêlée,
agissant comme un symbole de stabilité et de confiance, ce qui était extrêmement important pour préserver l'unité. La Grande-Bretagne, à cette époque, construisait activement des chemins de fer, des bateaux à vapeur, des usines, étendait ses possessions coloniales, et Victoria maintenait tout en équilibre, sans presque jamais intervenir. Elle n'inventait pas de loi, mais elle possédait une capacité étonnante à choisir à qui faire confiance, et d'une simple lettre, elle pouvait calmer les esprits trop ardents. Sa vie personnelle a ajouté des couleurs particulières à cette histoire unique. Le 10 février 1840, elle épousa Albert, prince de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était son cousin. Albert devint son grand amour, intelligent, actif, doté d'un goût raffiné et de nombreuses idées novatrices. Ils eurent 9 enfants. Albert participa activement à leur éducation, leur inculquant la discipline et le goût des sciences, puis leurs enfants furent mariés à des princes et des princesses dans toute l'Europe, du tsarévitch russe au duc allemand. Ensemble, ils ont complètement reconstruit le palais de Buckingham, ont acquis Osborne House comme refuge contre l'agitation londonienne, et ont également organisé la célèbre exposition universelle avec son Crystal Palace, devenu un triomphe du progrès. Mais le 14 décembre 1861, Albert mourut de la typhoïde, laissant Victoria seule avec ses enfants et un immense empire. Elle le pleura jusqu'à la fin de ses jours, portant toujours le deuil, mais sans jamais flancher, continuant à régner avec une maîtrise de soi exemplaire. Ses journaux intimes constituent un véritable trésor, comptant 122 volumes. Elle avait commencé à écrire dès l'adolescence et n'avait jamais cessé, même dans sa vieillesse. Chaque jour, elle laissait au moins quelques lignes sur la météo, les rencontres, Albert, ses enfants. Dans sa jeunesse, elle notait ses craintes envers sa mère, ses premiers pas sur le trône, son émerveillement lors de ses rencontres avec Albert. Après sa mort, les pages s'assombrissaient, elle y consignait le vide, combien ses conseils lui manquaient. Mais on y trouve aussi des grognements contre les ministres qui ne faisaient qu'embrouiller les choses, des anecdotes sur ses petits-enfants et même des remarques sur un thé froid ou une promenade ratée. Ses écrits ouvrent une fenêtre sur son esprit, de la jeune fille effrayée par sa mère à la jeune reine follement amoureuse de son mari, puis à la femme mûre tenant son empire d'une main de fer, tout en s'immisçant à peine dans la gestion quotidienne. Le contexte historique de son règne est celui d'un monde en pleine mutation. La révolution industrielle propulsait la Grande-Bretagne à une vitesse vertigineuse. Charbon, acier, vapeur, tout cela engendrait simultanément une richesse inouïe et une misère profonde. Les ouvriers réclamaient des droits, les femmes commençaient à parler ouvertement de leurs droits de vote, les colonies se battaient pour leur liberté. L'Inde devint une partie intégrante de l'Empire, mais de nombreuses révoltes y éclataient. Victoria fut témoin de l'abolition de l'esclavage, de la construction de ponts grandioses et de navires majestueux, de la science, des théories de Darwin à la maîtrise de l'électricité, qui bouleversaient l'ancien monde établi. Pourtant, elle-même ne se précipitait pas dans ces changements. Ses premiers ministres faisaient le sale boulot. Melbourne l'initiait à la politique, Peel luttait contre la famine, Disraeli agrandissait l'Empire, Gladstone menait des débats sur la liberté. Victoria, elle, restait un symbole. Tandis que le pays était en ébullition, elle était une ancre inébranlable, calme et sereine. Ses enfants et petits-enfants unirent la Grande-Bretagne à toute l'Europe par des liens du sang, et son nom devint la marque d'une époque, l'époque victorienne, avec toute sa rigueur, son progrès et ses paradoxes. Victoria s'éteignit le 22 janvier 1901, à l'âge de 81 ans, sur l'île de Wight, entourée de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ainsi s'acheva une époque, mais la question demeure. Était-ce une inaction stratégique de génie ou une reconnaissance involontaire des limites du pouvoir monarchique? Son règne sans précédent dura 63 ans,
du 22 juin 1837 au 22 janvier 1901. En laissant le trône à son fils, le futur roi Édouard, elle lui transmit non seulement de vastes possessions, mais un empire sur lequel, semblait-il, le soleil ne se couchait jamais. De plus, sous son égide, la monarchie se transforma, passant d'une simple institution de pouvoir à un symbole puissant d'ordre, d'immuabilité et de grandeur. Son style de gouvernement se caractérisait par l'absence de gestes grandiloquents ou de bouleversements spectaculaires. Elle s'appuyait plutôt sur la force de sa paix intérieure, gravée dans ses journaux, témoignant d'une volonté discrète mais inébranlable et d'une capacité à garder le contrôle alors que le monde autour d'elle changeait à un rythme effréné. Elle ne s'est pas contentée d'être le témoin d'une époque, elle l'a façonnée, laissant à la Grande-Bretagne le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Transportons-nous maintenant en Scandinavie au XVIIe siècle pour découvrir un chemin tout à fait différent, emprunté par une autre monarque, Christine de Suède. Elle prit la décision radicale de renoncer à la royauté au nom d'une passion pour la philosophie et se retira à Rome pour se consacrer au mécénat des intellectuels et des arts. Christine vit le jour le 8 décembre 1626 dans le majestueux château royal de Trekronor, à Stockholm, où sa naissance fut accompagnée des hurlements du rude vent du Nord. Son père, le célèbre Gustave II Adolphe, était une véritable légende de son temps, un grand guerrier protestant à la barbe rousse, sous la direction duquel la Suède atteignit des sommets inégalés pendant la guerre de 30 Ans. Sa mère, Marie-Éléonore de Brandebourg, une princesse allemande, était d'une beauté envoûtante, mais souffrait d'une profonde instabilité émotionnelle. Lorsque Christine laissa échapper son premier cri, sa voix forte fit croire à tous que le nouveau-né était un garçon. Cependant, Gustave, sans hésitation, accueillit sa fille avec joie, convaincu que c'était elle qui hériterait de son intelligence hors du commun. Le 6 novembre 1632, le destin frappa un coup terrible. Gustave périt dans la sanglante bataille de Lutzen, laissant Christine, âgée de 6 ans, comme unique héritière du trône. Marie-Éléonore sombra dans un abîme de chagrin inconsolable. Son désespoir se manifestait par des rituels de deuil excentriques et pénibles pour son entourage. Elle conservait le cœur embaumé de son mari dans un précieux coffret et organisait régulièrement des scènes émotionnelles au palais, ce qui accablait profondément la jeune Christine. Il devint vite évident que, pour le bien de la fillette, il était nécessaire de la séparer de sa mère. Dès lors, son éducation fut menée comme si elle était un futur roi. Christine apprit à monter à cheval, l'art de l'escrime, et portait même des vêtements masculins. À 10 ans, elle lisait couramment le latin et le grec ancien, et démontrait une connaissance approfondie de l'histoire et des mathématiques. À 15 ans, elle était capable de mener des débats si pointus et argumentés avec des conseillers royaux expérimentés que ceux-ci se retrouvaient souvent décontenancés. Son esprit était d'une perspicacité surprenante, et elle n'avait jamais eu l'intention d'être une simple figure de proue sur le trône. À cette époque, la Suède se trouvait au cœur même de la guerre de 30 Ans, qui avait débuté en 1618. L'Europe était plongée dans le chaos d'une confrontation religieuse où catholiques et protestants déchiraient impitoyablement le continent, les armées marchaient sans relâche à travers les terres et les villes étaient réduites en ruines. Gustave II Adolphe avait réussi à transformer la Suède en une puissance redoutable, mais après sa mort, le pays resta sous le contrôle de régents jusqu'à la majorité de Christine. Son couronnement officiel eut lieu en 1644, lorsqu'elle atteignit l'âge de 18 ans. Pendant les premières années de son règne, Christine s'occupa activement et avec compétence des affaires de l'État. Elle signait des décrets, participait à des négociations diplomatiques complexes et joua un rôle clé dans la fin de la guerre avec la signature du traité de Westphalie en 1648. Ce traité non seulement redessina la carte politique de l'Europe, mais augmenta considérablement les possessions suédoises. Cependant,
Malgré ses succès en politique, ses véritables aspirations se situaient ailleurs. Elle transforma Stockholm en un centre prospère de la pensée européenne, invitant des savants et des philosophes éminents, organisant des joutes intellectuelles animées dans les murs de son palais. Sa bibliothèque devint sa plus grande passion. Des milliers de volumes, comprenant des textes antiques, des traités modernes et des manuscrits rarissimes qu'elle collectionnait méticuleusement dans toute l'Europe, constituaient un véritable trésor de connaissances. Elle dormait fort peu, préférant consacrer ses nuits à l'étude approfondie des livres, et au lieu des robes féminines traditionnelles, elle portait des pourpoints, ignorant superbement le mécontentement des courtisans qui attendaient d'elle un mode de vie plus conventionnel pour une reine. Vers l'âge de 25 ans, Christine en était venue à la ferme conviction que le trône n'était pas un privilège, mais plutôt des chaînes dorées, entravant sa liberté. L'aristocratie suédoise exigeait avec insistance qu'elle se marie et donne naissance à des héritiers pour assurer la pérennité de la dynastie. On lui proposait les candidats les plus divers, de nobles aristocrates suédois, des princes étrangers, parmi lesquels son cousin Charles Gustave. Cependant, elle rejetait toutes les propositions de mariage, ne souhaitant pas se lier par des liens qui allaient à l'encontre de son aspiration à une liberté absolue de l'esprit, et non à des alliances dynastiques. Le 6 juin 1654, elle convoqua le Riksdag, le Parlement suédois, et annonça son abdication. La couronne passa à Charles Gustave, en qui elle avait pleinement confiance en tant que dirigeant capable et sage. Christine quitta le trône, ne rassembla que le strict nécessaire et quitta la Suède pour toujours. Cette décision stupéfia tout le monde. Une reine qui renonçait volontairement au pouvoir pour des idées semblait incroyable. Les courtisans étaient sous le choc, le peuple chuchotait et toute l'Europe bruissait d'étonnement et d'incompréhension. Mais elle n'a pas douté un seul instant de la justesse de son choix. Son chemin la mena à Rome, la ville éternelle de l'art, de la philosophie et de la liberté intellectuelle. En chemin, en 1655, à Innsbruck, elle se convertit au catholicisme, ce qui fut un coup dur pour la Suède protestante. À Rome, elle fut accueillie avec des honneurs extraordinaires. Le pape Alexandre VII organisa personnellement une entrée solennelle et Christine s'installa dans le somptueux palais Farnèse. Là, sa résidence se transforma rapidement en un centre bouillonnant de vie intellectuelle, où se réunissaient les artistes, les poètes et les philosophes les plus éminents de l'époque. Elle dépensait sans compter pour acquérir des tableaux, soutenir des musiciens, enrichir sa bibliothèque et finançait activement des théâtres et des académies scientifiques. Sa bibliothèque romaine atteignit des dimensions colossales, comptant des milliers de volumes, allant des écrits de la Rome antique aux travaux actuels de ses contemporains, ce qui fit de sa collection l'une des plus impressionnantes de toute l'Europe. Déjà en Suède, elle avait invité René Descartes, le plus grand philosophe de son époque, à devenir son mentor. Il arriva à Stockholm en 1649. Mais Christine insistait pour que les cours aient lieu tôt le matin dans un palais glacial. N'étant pas habitué aux rigueurs du froid suédois, Descartes prit froid et mourut d'une pneumonie le 11 février 1650. Cette tragédie bouleversa profondément Christine, mais ne put éteindre sa soif insatiable de connaissances. À Rome, elle continua à rassembler autour d'elle les meilleurs esprits de son temps. Christine tira sa révérence le 19 avril 1689 à Rome, à l'âge de 62 ans. Elle fut enterrée dans la basilique Saint-Pierre, un honneur rarissime pour une femme, témoignant de son statut élevé et de son influence. Elle ne laissa derrière elle ni empire ni dynastie, mais son véritable héritage s'incarna dans des idées. Son échec apparent, cet abandon sans précédent du trône, devint en réalité un triomphe de la raison et de la liberté de choix. Alors que Charles Gustave menait des guerres et renforçait la puissance de la Suède, Christine à Rome créait tout un univers de pensée, soutenant activement l'art,
amassant inlassablement des livres et inspirant les scientifiques à de nouvelles découvertes. Bien que sa vaste bibliothèque se soit dispersée au fil du temps dans diverses collections, son nom est resté à jamais un symbole éclatant de la liberté face aux chaînes du pouvoir et des conventions. Ainsi, nous avons devant nous deux reines, chacune ayant, à sa manière, réinterprété le fardeau du pouvoir et laissé au monde des empreintes de leur volonté aussi différentes que profondes. À présent, notre regard se tourne vers l'Autriche du XVIIIe siècle, où entre en scène Marie-Thérèse, une monarque qui a non seulement réussi à conserver la couronne littéralement entre ses dents, mais aussi à donner naissance à 16 enfants, tout en restructurant radicalement son empire, tandis que le reste de l'Europe tentait de le démembrer. Le récit de sa vie n'est pas seulement une histoire de pouvoir, mais aussi un exemple inspirant de la façon de survivre dans un contexte d'opposition totale, tout en conservant un sourire léger, presque imperceptible. Marie-Thérèse est née le 13 mai 1717 au cœur de Vienne, dans les murs du somptueux Hofburg, où chaque pierre semblait respirer l'or et être imprégnée d'un esprit d'intrigue. Son père, l'empereur Charles VI, était le dernier représentant de la lignée masculine de la dynastie des Habsbourg, et sa mère, Élisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, se distinguait par sa nature paisible, mais possédait une force d'âme étonnante. Charles rêvait passionnément d'un fils héritier, mais après la naissance de 3 filles, seule Marie-Thérèse vit le jour. Ne se décourageant pas, il prit la décision que c'était à elle de supporter le fardeau du pouvoir. En 1719, il publia ce que l'on appelle la pragmatique sanction, un décret qui permettait à une femme d'hériter du trône malgré toutes les traditions. Les puissances européennes, à première vue, hochèrent la tête avec approbation et apposèrent leur signature au bas du document, mais, comme le temps le montrera, derrière cet accord se cachait un rictus narquois. Marie-Thérèse grandit dans un monde tissé de robes de soie et de leçons interminables. Elle apprenait le latin, la musique et la danse, ne faisant qu'effleurer les questions politiques. On ne la préparait absolument pas aux défis militaires, car son père était convaincu que les signatures des monarques voisins suffiraient amplement à assurer la paix. Cependant, à 23 ans, lorsque Charles VI décéda le 29 octobre 1740, elle réalisa avec amertume que les signatures n'étaient que du papier et qu'il fallait serrer les dents pour conserver le trône. L'Autriche était alors une mosaïque disparate de terres. L'immense empire des Habsbourg s'étendait de la Hongrie à l'Italie, de la Bohême aux Pays-Bas. C'était un État riche, mais extrêmement faible. Charles laissa derrière lui un trésor public épuisé et une armée en décrépitude, tandis que les puissances prédatrices d'Europe affûtaient déjà leurs couteaux. À peine Marie-Thérèse avait-elle posé la couronne sur sa tête que la guerre de succession d'Autriche éclata. La Prusse, sous la direction de l'ambitieux Frédéric II, la France, la Bavière, la Saxe, toutes arrivèrent à la même conclusion. Une jeune femme ne pourrait pas conserver le trône. Frédéric s'empara audacieusement de la Silésie, la province la plus riche, regorgeant de charbon et de fer, ce qui marqua le début d'affrontements militaires de grande ampleur. En 1741, Marie-Thérèse, enceinte et totalement inexpérimentée en matière de guerre, fut confrontée à un choix déchirant: capituler ou se battre. Elle choisit sans hésiter la seconde option. Son premier coup fut véritablement génial. En 1741, elle se rendit en Hongrie, où la noblesse locale grognait et ne souhaitait pas apporter son soutien. Et voilà que la reine de 24 ans se présenta devant la diète hongroise à Presbourg, vêtue d'un costume d'homme, pourpoint, bottes, chapeau à plumes, et tenant dans ses bras son bébé, le futur Joseph. Elle fit appel avec passion à leur honneur, demandant dramatiquement leur protection, et les Hongrois, profondément touchés par cette mise en scène théâtrale, mais sincère, lui fournirent une armée. Elle avait peut-être l'air un peu ridicule avec son chapeau d'homme, mais l'effet produit fut radical.
Les régiments hongrois devinrent son bouclier fiable. La guerre dura 8 ans, jusqu'en 1748, date à laquelle le traité de paix d'Aix-la-Chapelle y mit un terme. Marie-Thérèse perdit la Silésie, mais réussit à conserver toutes les autres possessions: l'Autriche, la Hongrie, la Bohême et les terres italiennes. Son trône tint bon, et elle s'attela alors avec une énergie redoublée aux affaires intérieures. L'Empire était dans un état de chaos total. Les impôts étaient perçus de manière irrégulière, l'armée s'effondrait et les fonctionnaires étaient englués dans la corruption. Elle prit la décision d'une restructuration complète. Avec une ironie douce, on pourrait dire que, pendant que d'autres rois se battaient pour la gloire militaire, Marie-Thérèse menait ses propres guerres contre la bureaucratie et la paperasserie. Elle créa un système bureaucratique moderne et centralisé, instaura des impôts uniformes, fonda des administrations d'État centrales et versa aux fonctionnaires un salaire fixe, éradiquant ainsi la pratique des pots de vin. Son chancelier perspicace, Wenzel Anton Kaunitz, devint le cerveau de ces réformes d'envergure, tandis que Marie-Thérèse elle-même en était le cœur battant. L'armée fut rééquipée et réorganisée, des écoles furent ouvertes au peuple, et la médecine, sortant de l'ombre des guérisseurs, s'engagea sur la voie du développement scientifique. Vers 1760, l'Empire ne titubait plus sous les coups, mais se tenait fermement sur ses pieds, et tout cela se déroulait sous son regard attentif, alors qu'elle continuait de donner naissance à des enfants. Et elle en eut 16. Elle épousa François-Étienne de Lorraine en 1736, et ce mariage fut un mariage d'amour, une grande rareté pour l'époque. François était d'une beauté époustouflante, mais n'était en aucun cas un guerrier ou un homme d'État. Il préférait la chasse et les jeux de cartes à la gestion du pays. 10 de ses 16 enfants survécurent, et Marie-Thérèse les transforma en un puissant instrument de pouvoir, menant ce qu'on appelait la diplomatie du berceau. Elle les mariait et les donnait en mariage à des rois et des ducs d'Europe. Marie-Antoinette devint l'épouse de Louis XVI en France, Joseph devint empereur, et Léopold, grand-duc de Toscane. L'Europe se transforma en réalité en une entreprise familiale, bien qu'il faille reconnaître que tous ces mariages ne se sont pas terminés aussi heureusement, comme le destin tragique de Marie-Antoinette sous la guillotine. Le contexte historique de son règne est celui de l'épanouissement du siècle des Lumières, lorsque les idées novatrices de liberté et de raison entraient en conflit avec l'absolutisme. La Prusse, sous la houlette de Frédéric II, grandissait comme un prédateur, annexant la Silésie et défiant ouvertement la puissance des Habsbourg. La France de Louis XV ourdissait des intrigues artificieuses, et la Russie de Pierre III, puis de Catherine II, étendait activement son influence vers le sud et l'ouest. La guerre de Septance, qui dura de 1756 à 1763, fut une autre épreuve difficile. Dans ce conflit, la Prusse et la Grande-Bretagne s'opposèrent à l'Autriche, à la France et à la Russie. Marie-Thérèse, avec son chancelier Kaunitz, entreprit des tentatives désespérées pour récupérer la Silésie, mais elles échouèrent. Frédéric s'avéra trop rusé. En revanche, ces réformes rendirent l'Empire extraordinairement stable et viable. Vers 1770, l'Autriche ne se contentait plus de survivre, mais donnait le ton à la politique européenne. Elle mourut le 29 novembre 1780 à la Hofburg, à l'âge de 63 ans, laissant le trône à son fils Joseph II. Son règne, qui dura 40 ans, de 1740 à 1780, transforma l'Empire en un mécanisme bien huilé, fonctionnant comme une horloge. Transportons-nous à présent en Prusse au début du XIXe siècle, où la reine Louise de Prusse, femme au cœur ardent et à la volonté inflexible, devint une véritable source d'inspiration pour son peuple dans la lutte contre Napoléon, et se transforma en un symbole vivant de la nation à l'heure de sa plus grande humiliation. Louise Augusta Wilhelmine,
Amélie vit le jour le 10 mars 1776 à Hanovre, dans la famille du duc Charles de Mecklembourg-Strelitz et de son épouse Frédéric de Hesse-Darmstadt. Son père était un militaire servant dans l'armée de Hanovre sous les ordres de la couronne britannique, mais sa position ne se distinguait pas par une richesse ou une influence particulière, et la santé de sa mère, Frédéric, était plutôt fragile. Ainsi, l'histoire nous montre qu'entre les mains des souveraines, la couronne peut être aussi bien un symbole d'humilité et de service qu'une bannière de lutte acharnée pour la survie, mais toujours une source inépuisable de changement. Le 22 mai 1782 survint le décès tragique de sa mère, laissant Louise, âgée de 6 ans, et sa sœur cadette Frédéric, complètement orphelines. Après cette perte irréparable, leur grand-mère, Marie-Louise Albertine de Leiningen, connue pour sa moralité stricte et ses profondes convictions religieuses, prit soin des fillettes. L'enfance de Louise se déroula à Darmstadt, dans un cadre plutôt modeste de la cour ducale, ce qui contrastait fortement avec le luxe des autres monarchies européennes. Ici, pas de fêtes somptueuses ni de bals. Son éducation était axée sur les leçons, les prières et l'inculcation du sens du devoir. Elle étudiait l'allemand et le français, l'histoire, la musique, mais la leçon la plus importante fut pour elle la force d'âme et la foi inébranlable, qui devinrent par la suite son principal soutien dans la vie. Ses contemporains soulignaient unanimement son étonnante beauté naturelle, des cheveux clairs, presque dorés, des yeux bleus perçants et une voix extraordinairement douce. Cependant, derrière cette apparence délicate, transparaissait déjà une nette fermeté de caractère. La Prusse, à la fin du XVIIIe siècle, traversait une période de profond déclin qui fit suite à la mort de Frédéric II le Grand en 1786. La grandeur, qui avait été bâtie sur une puissance militaire sans précédent et des réformes clairvoyantes, commença à s'éteindre inexorablement. L'armée était dépassée et avait perdu son efficacité d'antan. L'économie s'affaiblissait et le roi Frédéric Guillaume II, père de son futur époux, était bien plus absorbé par les plaisirs personnels que par le renforcement des fondements de l'État. En 1793, à l'âge de 17 ans, Louise, accompagnée de sa sœur Frédéric, arriva à Francfort, où elle devait être présentée à la cour. C'est là, lors d'un bal, qu'elle rencontra pour la première fois le prince héritier Frédéric Guillaume, fils du monarque régnant. C'était un homme grand, réservé, enclin à la mélancolie et à l'indécision, mais son caractère vif et son charme désarmant conquirent instantanément son cœur. Le 24 décembre 1793, leur mariage fut célébré dans le majestueux château de Charlottenbourg à Berlin. 4 ans plus tard, le 16 novembre 1797, après le décès de Frédéric Guillaume II, son époux monta sur le trône sous le nom de Frédéric Guillaume III, et Louise, par conséquent, devint reine de Prusse. 9 enfants naquirent de leur union, dont 7 atteignirent l'âge adulte. Louise était une mère dévouée pour eux, mais son rôle dans l'histoire du pays dépassa largement le cadre familial. L'Europe, à cette époque, était secouée par les guerres napoléoniennes sans précédent. La Révolution française de 1789 avait irrévocablement bouleversé l'ancien ordre établi, et Napoléon, qui était parvenu rapidement au pouvoir en 1799, réussit à transformer le chaos ambiant en un puissant empire. À ce moment-là, il avait déjà écrasé les armées coalisées d'Autriche et de Russie lors de la bataille d'Austerlitz en 1805, et la Prusse, affaiblie et désunie, se révéla être la prochaine cible désignée de ses conquêtes. Le 14 octobre 1806, les armées de Napoléon infligèrent une défaite cuisante aux troupes prussiennes lors des batailles décisives d'Iéna et d'Auerstedt. Cette défaite fut véritablement catastrophique. En une seule journée, la Prusse perdit pratiquement toute son armée. Sa capitale, Berlin, tomba le 27 octobre
et le roi, ainsi que Louise, furent contraints de fuir vers l'est, d'abord à Königsberg, puis à Memel, à l'extrémité de son royaume. Napoléon, entrant triomphalement dans Berlin, imposa à la Prusse une lourde contribution de 100 millions de francs, réduisit les effectifs de l'armée prussienne à 42 000 hommes et lui enleva la moitié de ses territoires, y compris toutes les terres situées à l'ouest de l'Elbe. La Prusse se retrouva sous le contrôle total des Français, humiliée et complètement brisée. Frédéric Guillaume III, d'une prudence excessive frôlant l'inaction, penchait pour une réconciliation avec l'envahisseur. Cependant, Louise ne pouvait ni ne voulait se résoudre à une telle situation. Elle devint la voix inspiratrice de la résistance. Ses lettres à son époux étaient remplies d'appels à la lutte, et ses paroles soutenaient l'esprit du peuple. Elle sillonnait sans peur les villes détruites, rencontrait personnellement les soldats, consolait les familles des défunts et des blessés. Sa présence et sa foi inébranlable remontaient le moral des Prussiens. Napoléon plus tard, avec sarcasme, mais aussi avec une certaine admiration, la qualifia de « seul homme en Prusse », une remarque qui reflétait vivement sa ténacité et son immense influence. En juillet 1807, Louise entreprit un voyage désespéré à Tilsit pour négocier avec Napoléon, cherchant à adoucir les conditions du futur traité de Tilsit. La Prusse était complètement vaincue, ses terres et ses ressources épuisées, et le roi espérait sincèrement que l'intervention personnelle de la reine aiderait à obtenir quelques concessions. Le 6 juillet 1807, elle rencontra l'empereur dans une pièce modeste à Tilsit, sur les rives du fleuve Niemen. Elle était pâle, vêtue d'une robe simple, mais se tenait avec une dignité inflexible. Napoléon, sûr de son pouvoir absolu, l'accueillit poliment, mais d'une manière ostensiblement froide. Louise implora qu'on préserve les terres de la Prusse et son armée, s'efforçant d'utiliser son charme et son éloquence pour l'influencer. Elle parla de l'honneur de la Prusse, de son peuple souffrant, mais Napoléon resta inflexible. Il voyait en elle une femme qui ne se rend pas, et cela, semble-t-il, l'inquiétait et l'irritait. Les négociations durèrent 2 jours, jusqu'au 9 juillet, date à laquelle fut signé le traité de Tilsit, entérinant des conditions humiliantes pour la Prusse. Le pays perdit des territoires importants et resta sous influence française totale. Malgré tous ses efforts, la reine ne réussit pas à obtenir de grandes concessions, mais sa tentative désespérée témoigna de sa détermination inébranlable et de sa volonté de se battre pour son pays, même dans la situation la plus désespérée. Ainsi, dans le contexte des bouleversements mondiaux, les grandes femmes de différentes époques ont démontré que la couronne peut être non seulement un symbole de pouvoir, mais aussi un lourd fardeau, exigeant une force d'esprit incroyable et une volonté de sacrifice. L'empereur des Français, Napoléon, bien qu'il admirât le charme irrésistible de Joséphine, comme il le lui écrivit à maintes reprises dans ses missives personnelles, resta cependant inébranlable face à ses demandes insistantes, tout en reconnaissant son influence et son caractère dans ses mémoires. Aux grandes dames de tous, la reine Louise de Prusse n'a pas vécu assez longtemps pour voir le triomphe de la renaissance de sa patrie. En 1809, sa santé déclina irrémédiablement. Elle était en proie à une toux épuisante et à une faiblesse croissante, signe manifeste d'une grave affection pulmonaire qui était peut-être la tuberculose ou une forme sévère de pneumonie. Le 19 juillet 1810, à l'âge de seulement 34 ans, elle s'éteignit dans le paisible domaine de son grand-père, situé à Strelitz, entourée de ses enfants dans ses derniers instants. Son départ prématuré plongea toute la Prusse dans un deuil profond. Le peuple pleura sa perte dans les rues des villes, les soldats prêtèrent des serments de fidélité, promettant de poursuivre l'œuvre à laquelle elle s'était consacrée, et même le roi, habituellement réservé et impassible, fut frappé d'un chagrin inconsolable. Le corps de la reine fut inhumé à Charlottenbourg, où un majestueux mausolée fut érigé en son honneur par la suite. À peine 3 ans plus tard, en 1813, la Prusse,
retrouvant sa détermination, se souleva contre le pouvoir de Napoléon, rejoignant la 6e coalition. Cette insurrection fut profondément inspirée par les réformes visionnaires de Stein et Hardenberg, qui, bien qu'ayant commencé après sa disparition, étaient imprégnés de l'esprit de renaissance nationale. L'image de Louise, la reine qui ne plia pas devant un ennemi puissant, se transforma en un symbole puissant de cette résistance nationale et libératrice, renforçant incroyablement l'esprit de tout le peuple. Après la chute définitive de Napoléon en 1815, la Prusse entama sa reconstruction rapide, élargissant considérablement ses frontières grâce à de nouvelles terres acquises à l'issue du Congrès de Vienne. Néanmoins, Louise resta à jamais dans la mémoire populaire comme la véritable mère de la nation, dont la ténacité inébranlable et l'exemple personnel devinrent un catalyseur puissant et une source d'inspiration pour la lutte héroïque pour la liberté. Et maintenant, notre regard se tourne vers l'extrémité opposée du monde, en Chine à la fin du XIXe siècle, où régnait Cixi, la dernière impératrice régnante de fait de la dynastie Qing. Elle dirigeait un immense empire, se tenant derrière un mystérieux paravent doré, tel un marionnettiste habile dans un ancien théâtre d'ombres chinoises, tirant les ficelles invisibles de jeunes empereurs inexpérimentés. Cixi, né Yehonala, vit le jour le 29 novembre 1835 au cœur de Pékin, dans la modeste famille d'un fonctionnaire mandchou sans importance appartenant au clan Nala. Ses origines remontaient aux Mandchous, un peuple autrefois nomade qui, en 1644, réussit à conquérir la Chine et à fonder la puissante dynastie Qing, s'établissant ainsi comme une minorité dirigeante au milieu d'une écrasante majorité de population Han. L'enfance de Cixi se déroula dans l'atmosphère de cette tension ethnique et culturelle permanente. Sa famille, bien qu'appartenant à l'élite mandchoue, ne possédait pas de richesses considérables, et son père, Hui Zheng, servit longtemps en province avant d'être nommé dans la capitale. On conserve très peu d'informations fiables sur ses premières années. En 1851, alors qu'elle avait 16 ans, Cixi, comme des centaines d'autres jeunes filles mandchouées, fut convoquée à la cité interdite, un complexe palatial colossal où l'empereur Xianfeng choisissait personnellement ses concubines. Elle entra dans le harem impérial au 5e rang, ce qui constituait le niveau le plus bas dans une hiérarchie complexe où la survie et la promotion dépendaient exclusivement de la chance, de la beauté naturelle et d'une ruse raffinée. La cité interdite était un véritable labyrinthe, rempli d'intrigues palatiales et de complots secrets. Des milliers de femmes luttaient désespérément pour la moindre attention de l'empereur, et c'est dans cette lutte impitoyable que Cixi, faisant preuve d'un esprit hors du commun et d'une volonté de fer, commença son ascension fulgurante. En 1856, elle donna naissance à un fils, Zaishun, qui s'avéra être le seul héritier de l'empereur Xianfeng. Cet événement éleva instantanément son statut à celui de concubine de second rang, et elle reçut le titre de Lan Guifei, qui se traduisait par « précieuse orchidée ». La naissance d'un héritier devint sa clé d'accès aux plus hautes sphères du pouvoir. Lorsque l'empereur Xianfeng décéda le 22 août 1860 et dans sa résidence d'été à Chengde, laissant sur le trône Zaishun, âgé de 5 ans, Cixi ne se contenta pas d'attendre passivement la faveur du destin. L'empereur mourant avait nommé 8 princes mandchous influents comme régents pour gouverner le pays au nom du jeune monarque. Mais Cixi y vit immédiatement une menace directe pour ses ambitions. Alors, Cixi, en collaboration avec l'impératrice douairière Zhen et le prince Gong, demi-frère de l'empereur Xianfeng décédé, organisa un complot ingénieux, entré dans l'histoire sous le nom de coup d'État de Xinyu. En novembre de la même année, 1861, immédiatement après son retour à Pékin à la suite des funérailles de l'empereur, ils entamèrent une lutte déterminée pour le trône. Les régents furent immédiatement arrêtés. 3 d'entre eux, Sushun, Duanhua et Zayuan,
furent condamnés à mort et les autres furent exilés. Après le coup d'État réussi, Cixi reçut le titre d'impératrice douairière, son nom signifiant « miséricordieuse et joyeuse », tandis que Zhen devint « miséricordieuse et sacrée ». Dès lors, Cixi gouverna l'Empire littéralement derrière un paravent, plus précisément un voile de soie jaune, d'où elle dictait les décrets à son jeune fils, l'empereur Tongzhi, pendant que celui-ci siégeait sur le trône. Son règne ressemblait à un théâtre de marionnettes, où de jeunes empereurs jouaient les rôles qui leur étaient assignés, tandis qu'elle tirait invisiblement toutes les ficelles du pouvoir. L'empereur Tongzhi grandit, faible et capricieux, tandis que Cixi et Zhen assuraient la gestion effective du pays par l'intermédiaire des courtisans. Lorsque Tongzhi mourut le 12 janvier 1875, à l'âge de 19 ans, la cause officielle du décès fut la variole, bien que le peuple murmurait à propos de la syphilis ou des conséquences d'une vie dissolue. Cixi ne broncha pas. Violant une tradition séculaire de succession, elle choisit son neveu de 4 ans, Zaï, fils de sa propre sœur et du prince Chun, et le fit monter sur le trône sous le nom d'empereur Guangxu le 25 février 1875. À cette époque, l'impératrice douairière Zhen était déjà décédée, et Cixi resta la seule impératrice douairière régnante, continuant à gouverner derrière un paravent. Son pouvoir se consolida encore davantage, mais la scène politique se compliquait de jour en jour. La Chine craquait littéralement de toutes parts sous la pression croissante des puissances occidentales et des troubles intérieurs. La Chine, à la fin du XIXe siècle, était au bord de l'effondrement total. Les guerres de l'opium, la première, qui dura de 1839 à 1842, et la seconde, qui se déroula de 1856 à 1860, avaient laissé l'Empire humilié et affaibli. La Grande-Bretagne, la France et d'autres puissances européennes avaient imposé à la Chine des traités inégaux et oppressants, la forçant à ouvrir ses ports au commerce international. Hong Kong fut cédé aux Britanniques et en 1860, les troupes occidentales incendièrent ostensiblement l'ancien palais d'été à Pékin, ne laissant derrière elles que des ruines fumantes comme un avertissement menaçant. Cixi voyait dans ces barbares une menace directe pour son trône et le pouvoir de la dynastie mandchoue. Sa politique intérieure était profondément imprégnée d'un conservatisme extrême. Elle s'accrochait fanatiquement à l'ordre confucéen établi, aux rituels anciens et aux coutumes séculaires, rejetant catégoriquement toute réforme qui aurait pu moderniser la Chine et la renforcer face à la menace extérieure. Elle détestait tout ce qui était occidental, les chemins de fer, les bateaux à vapeur, les idées nouvelles, tout ce qui, selon elle, pouvait ébranler son monde familier et ses fondements traditionnels. Cependant, c'est précisément ce conservatisme inflexible qui devint sa plus grande erreur fatale. Le sort du palais d'été, symbole de son règne, en est un exemple frappant. En 1888, Cixi ordonna sa restauration, y consacrant la somme colossale de 22 millions de taels d'argent. Cette somme fut en réalité détournée des fonds destinés à la modernisation de la flotte de Beiyang, la force navale la plus importante qui était censée protéger la Chine contre le Japon, dont la puissance grandissait. Quel prix un tel choix allait-il coûter à l'avenir de l'Empire du Milieu? Alors que le trésor public s'épuisait rapidement, elle continua à faire construire des jardins raffinés, des pavillons majestueux et, fait particulièrement remarquable, elle ordonna la construction d'un bateau en marbre sur les eaux du lac Kunming, une décoration immobile, devenue une moquerie symbolique envers les véritables navires de guerre, si nécessaires à la défense du pays. En 1894 éclata la première guerre sino-japonaise qui entraîna la défaite totale de la flotte de Beiyang. Le Japon s'empara de l'île de Taïwan et de la péninsule du Liaodong, anéantissant définitivement la puissance navale chinoise. Cixi, comme dans une pièce de théâtre tragique, contemplait son palais luxueux, dont le coût dépassait celui de toute une flotte,
tandis que l'Empire perdait ses territoires et son prestige sur la scène mondiale. Son penchant immodéré pour le luxe et son refus obstiné d'accepter les changements nécessaires se transformèrent en un acte de théâtre tragique. Elle continua à jouer le rôle d'une grande souveraine pendant que le pays sombrait inexorablement dans l'abîme du déclin. Lorsqu'en juin 1898, l'empereur Guangxu, inspiré par les idées de Kang Youwei et Liang Qichao, lança ce qu'on appela la réforme des 100 jours, Cixi ressentit instantanément une menace directe pour son influence. Le jeune empereur aspirait à la modernisation. Construction de chemins de fer, ouverture de nouvelles écoles, création d'une armée sur le modèle occidental, tout ce que Cixi détestait de toute son âme. Le 21 septembre 1898, elle riposta. Le coup d'État, soutenu par le général Yuan Shikai, entraîna le renversement de Guangxu. Il fut emprisonné sur l'île de Yingtai, dans la cité interdite. 6 éminents réformateurs furent exécutés, et Kang et Liang réussirent à fuir le pays. Cixi reprit la plénitude du pouvoir, gouvernant l'Empire directement par l'intermédiaire de ses ministres. En 1900, la révolte des Boxers, ou, comme on les appelait en Occident, les points de la justice et de la concorde, lui offrit une occasion. Cixi soutint les insurgés anti-occidentaux, nourrissant l'espoir de chasser tous les étrangers de Chine. Cependant, en août de cette même année 1900, les forces coalisées des 8 nations, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis d'Amérique, la Russie, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche-Hongrie, entrèrent dans Pékin, battant les Boxers à plate couture. Cixi s'enfuit à Xi'an avec Guangxu, déguisée en simple paysanne, une scène digne de la plus dramatique des mises en scène. De retour en 1902, elle annonça le lancement de réformes attendues depuis longtemps, la création de nouvelles écoles, la réorganisation de l'armée, l'abolition des examens traditionnels pour les fonctionnaires. Cependant, ces mesures s'avérèrent trop tardives et trop insignifiantes pour sauver l'Empire. Cixi mourut le 15 novembre 1908 dans la cité interdite, à l'âge de 72 ans, un jour seulement après la mort de l'empereur Guangxu. Des rumeurs persistantes laissaient entendre qu'il avait été empoisonné sur son ordre personnel, afin d'empêcher son éventuel retour au pouvoir après sa disparition. Elle fut enterrée dans les tombes orientales des Qing, dans un mausolée grandiose qu'elle avait fait construire pendant 12 ans, l'ornant d'or et de jade, tout ce qui correspondait pleinement à ses ambitions démesurées. Son règne dura près d'un demi-siècle, de 1861 à 1908, et laissa la Chine dans un état de ruine profonde. En 1911, la révolution de Xinhai balaya la dynastie Qing, et le dernier empereur, Puyi, abdiqua en 1912. Le paradoxe de son destin réside dans le fait que c'est précisément son conservatisme, son attachement désespéré à des traditions et à des ordres dépassés, qui a paradoxalement accéléré l'effondrement de la dynastie. Elle souhaitait sincèrement sauver les Qing, mais sa peur irrationnelle de tout changement ouvrit la voie à une révolution destructrice. Cixi est restée dans l'histoire comme une figure légendaire, une grande actrice sur une scène grandiose, à la fois perfide et somptueuse, mais en fin de compte, une personnalité tragique. Jadis, Napoléon Bonaparte avait qualifié la Chine de « dragon endormi ». Cixi l'a certes réveillée, mais ce processus ne s'est pas déroulé comme elle l'avait rêvé. Nous avons commencé notre récit avec Louise de Prusse, dont l'image est devenue une source d'inspiration pour la Prusse dans sa lutte contre Napoléon. Et nous le terminons avec l'histoire de Cixi, la dernière impératrice de Chine, qui a gouverné le pays depuis l'arrière-plan, derrière des empereurs fantoches. Avant elle et après elle, l'histoire a connu d'autres femmes dirigeantes exceptionnelles. Khurrem Sultan, Isabelle de Castille, Victoria de Grande-Bretagne, Christine de Suède et Marie-Thérèse d'Autriche.
Chacune a gravé son nom en lettres indélébiles dans les annales de l'histoire. Roxelane, par son ascension fulgurante, a défié les sommets du pouvoir. Isabelle la catholique a métamorphosé l'Espagne, lui conférant une puissance inégalée. Victoria a propulsé la Grande-Bretagne au rang d'empire le plus vaste que le monde ait connu. Christine de Suède, éprise de savoir, a préféré les livres à la couronne. Marie-Thérèse a arraché son empire aux griffes du démembrement. Louise a incarné l'espoir pour tout un peuple. Quant à Sixi, elle s'est agrippée désespérément à un passé révolu. Toutes se sont battues avec acharnement, chacune à sa manière, pour défendre leurs idéaux et leur nation. Mais chacune a révélé au monde une force d'âme et une volonté hors du commun. Leurs récits, qui s'entremêlent à travers les siècles et les continents, illustrent avec éclat une vérité incontestable. Une femme, une seule, peut infléchir le cours d'une époque entière.